Society has to be better than the individual. You broke the only rule in politics. You can lie, you can cheat, but you can't fuck the interns. Monsieur le Président, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de Cinépolis, le podcast qui croise cinéma et politique. Un podcast où mon père Jean-Marie et moi, Florence Colombani, revisitons des films centrés sur la chose politique pour en déplier les thématiques. Aujourd'hui, nous partons aux États-Unis avec le film Les Marches du pouvoir, un film sur une campagne électorale signé George Clooney et qui date de 2011. Le titre original, qui est Les Ides de Mars, est très surprenant. En fait, c'est une référence à l'Antiquité, c'est le jour des Ides de Mars, c'est-à-dire d'une fête consacrée traditionnellement au dieu Mars, que Jules César a été assassiné par les sénateurs qui craignaient une dérive impériale du pouvoir. Avec ce titre, George Clooney, qui est aussi scénariste du film, semble nous avertir. Il y a quelque chose de sanglant qui va se produire, et ce n'est pas étonnant, car le contexte est celui des primaires démocrates, une vraie tradition américaine. If your boy wins, you get a job in the White House. He loses, you're back at a consulting firm. I've worked on more campaigns than most people have. By the time they're 40, he's the only one that's going to actually make a difference in people's lives. Next president of the United States of America, Governor Mike North. Alors nous sommes dans l'Ohio avec Steven, le collaborateur idéaliste d'un directeur de campagne, qui lui s'appelle Paul. Steven est joué par Ryan Gosling. Il faut dire que le film a un casting assez exceptionnel. On voit tous les talents de l'époque, puisque Paul, lui, est joué par Philip Seymour Hoffman. Et le candidat pour lequel Paul et Steven travaillent s'appelle Mike Morris. Il est gouverneur. Et son slogan de campagne, I like Mike, est un clin d'œil au célèbre I like Ike d'Eisenhower. Ce candidat idéal au premier abord est joué par George Clooney lui-même, donc réalisateur et acteur pour ce film. Alors déjà, pourquoi ce contexte des primaires, qui en fait n'est qu'une première étape dans une course à la présidentielle? Est-ce que c'est plus dramatique peut-être? Est-ce que ça se prête mieux à la construction d'un film? En tout cas, c'est le processus obligatoire dans les élections présidentielles américaines. Chaque parti opère des primaires pour distinguer des candidats et ensuite ces candidats s'affrontent. En général, il en reste un ou deux ou trois et qui sont désignés ensuite par une majorité et qui vont ensuite s'affronter aux candidats d'en face. Donc les primaires, c'est un mécanisme de base de la démocratie américaine qui fonctionnait toujours à base de ce que l'on appelle des caucus, c'est-à-dire des assemblées. Et ce sont ces assemblées qui, in fine, sont censées être souveraines. Ça s'inscrit dans un cadre qui est une élection dont il ne faut jamais oublier qu'elle est à suffrage indirect. Directement, les électeurs élisent des délégués dans chaque État. Et ces délégués, ensuite, vont se prononcer lors de l'élection elle-même pour un candidat qui va devenir ou non président. Donc c'est ce système à étages qui est un des fondements de la démocratie américaine parce que c'est censé être un élément de filtre et de préservation de ce qu'était la hantise des pères fondateurs, c'est-à-dire revenir à la monarchie et donc avoir suffisamment de filtres pour que la sélection qui s'opère préserve le corps social de la tyrannie, de l'autoritarisme, etc. Donc aujourd'hui, ça paraît un peu difficile de ne pas se rappeler ce fondement-là, tant il est bafoué par l'actuel président, bien sûr. Et un de ces remparts à la tyrannie, ou en tout cas au mauvais choix, c'est que d'emblée, comme on est à l'intérieur de la primaire, il faut choisir entre plusieurs candidats avant même d'en être à l'étape de la présidentielle. Et donc, on peut sortir tout ce qu'il y a de mauvais à connaître sur chaque candidat. C'est un peu l'occasion de découvrir les squelettes cachés dans le placard. Oui, puis c'est toujours l'occasion de voir le revers de la médaille. Il faut se dire aussi qu'à chaque échelon, il y a des primaires. Comme beaucoup de fonctions sont électives, il n'y a pas seulement les députés, il n'y a pas seulement les maires, il y a aussi les juges, il y a aussi les shérifs dans le système américain. Et à chaque fois, pour désigner celui qui va affronter le candidat d'en face, il y a des primaires. Donc c'est un phénomène, un processus totalement généralisé. S'agissant du choix d'un candidat à l'élection présidentielle, évidemment, c'est là que se passe le maximum d'intensité, le maximum de batailles. Et les batailles sont toujours accompagnés de leur lot de boules puantes. Et donc, c'est d'ailleurs à cela qu'on voit qu'une campagne est vraiment commencée. C'est quand on voit sortir des affaires ici ou là contre tel ou tel. On se dit, ah, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et donc, ce qui est montré dans le film de George Clooney, c'est une part de cela. C'est-à-dire la façon dont chaque camp essaye de déstabiliser l'autre. Et donc, chaque affaire, ou
quelque chose qui peut devenir une affaire, c'est évidemment pain béni et c'est l'objet de diverses manipulations pour influencer justement l'électeur, principalement pour déconsidérer l'adversaire. Et la question, c'est est-ce que c'est ce qui arrive aussi en France maintenant que les primaires ont été adoptées? D'ailleurs, pourquoi est-ce que maintenant en France on fait des primaires? C'est l'influence américaine. Oui, on fait des primaires en France parce qu'il y a eu toute cette discussion sur les imperfections du système démocratique, la fatigue démocratique, le fait que les Français se lassent de leurs représentants et de leur mode de représentation. Donc, elles avaient été introduites pour cela. Et ce qu'on voit aussi dans le film, c'est un peu la panique pour le candidat Mike Morris, le candidat que joue George Clooney, parce qu'on se rend compte que les républicains vont aussi participer à la primaire pour, en fait, voter pour le candidat qui leur paraît le plus faible, dans l'espoir qu'ensuite, ça sera le candidat démocrate à la présidence et que ce serait leur républicain, leur candidat à eux, qui gagnerait. Donc, il y a un peu du calcul par anticipation, oui, et ça peut toujours se produire. Bien sûr, parce que dans certaines franges de l'électorat, mais ça vaut pour tous les électorats, il y en a qui sont plus sophistiqués ou motivés que d'autres et qui donc entrent dans des stratégies qui sont vraiment des stratégies de vote utile ou de vote ciblé pour justement éliminer tel ou faciliter tel ou tel. Ça, c'est assez classique. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi en France dans les processus électoraux. C'est pratiqué maintenant de façon assez banale. Et en règle générale, c'est assez visible aussi, donc c'est une efficacité très relative. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, dans ce film, Les Marches du pouvoir, c'est que c'est très précis sur le fonctionnement de la machine politique qui est mise au service d'un candidat. Il y a presque quelque chose de documentaire et on sent que les scénaristes ont fait très peu de compromis, en fait, au service du spectaculaire, même si il y a quand même une architecture de thriller qui est très efficace. Mais autour de ça, on a des tas de détails, on comprend vraiment bien comment ça fonctionne. Et notamment, au tout début, on découvre le personnage que joue Ryan Gosling, donc Steven, sur une scène où doit se tenir un town hall. C'est une sorte d'assemblée où le candidat va faire un discours et ensuite il va répondre à des questions. Et donc, il fait la doublure son du candidat. Il est là pour tester le micro et il en profite pour avoir quelques exigences auprès des organisateurs. Et notamment, il demande des pupitres plus hauts parce qu'en fait, son candidat aurait besoin de lunettes pour mieux voir, mais il ne veut pas sortir ses lunettes. C'est son adversaire Pullman qui a des lunettes et Morris ne doit pas être vu avec des lunettes. Ah oui, et vous pouvez surélever les pupitres comme c'était prévu au préalable ? Ben oui, mais on a eu les infos qu'hier soir. Ils vont mettre un truc en dessous. Très bien, c'est gentil. Parce que là, c'est un peu trop bas pour qu'il puisse lire ses notes. D'accord. Je vous remercie, on se voit dans quelques heures. J'ignorais que le gouverneur avait du mal à lire. Il porte pas de lunettes ? Non, c'est Pullman qui en porte, et on dirait un hobbit. Et là, on est dans tous les petits détails d'une campagne où l'image compte énormément. Oui, on avait noté, lorsque l'on a évoqué les hommes du président, la minutie avec laquelle le metteur en scène et les acteurs, d'ailleurs, rendaient compte d'une salle de rédaction et rendaient compte du travail d'une équipe de journalistes enquêteurs dans le détail, justement, avec une précision et une véracité. Là, c'est la même chose. C'est la même chose sur la vie interne de ces petites équipes qui suivent d'ailleurs le candidat d'État en État, parce que en même temps, pendant que ces primaires s'organisent, il y a un véritable tour du pays qui se fait. Alors avec le bus du candidat, avec le petit état-major qui suit à chaque fois, qui se réinstalle dans une autre ville, ainsi de suite. Qui sont des gens très jeunes d'ailleurs. Qui sont souvent très très jeunes et très jeunes étudiants et qui constituent, l'armature permanente du candidat où qu'il aille. Et donc, c'est assez fascinant parce que, au détail près, à la conversation près, on a plongé vraiment dans ce bain-là parmi l'équipe en l'espèce du gouverneur Morris, qui est joué par George Clooney, mais ça confère en effet au film pratiquement un aspect documentaire et remarquablement bien rendu parce que en même temps, dans ces petites équipes comme dans toutes les équipes, il peut y avoir des rivalités, des batailles internes, on essaye d'écarter l'un pour favoriser l'autre, et ainsi de suite. Et puis il y a aussi la partie en face, de l'équipe en face qui se joue aussi, qui essaye d'influencer et de déstabiliser l'équipe en question. Donc tout ça est rendu compte avec minutie et avec en même temps on se rend compte que la valeur dominante au fond dans ces équipes, et c'est ça ce qui est évidemment problématique, c'est quand même le cynisme.
Oui, alors on va y venir parce que c'est un film très sombre, hein, c'est vraiment un film pessimiste sur la politique. Mais avant ça, il y a un aspect dont je voulais qu'on parle, c'est la relation avec la presse. Alors on sait que George Clooney est lui-même fils de journaliste, il avait fait un film, un tout premier film comme réalisateur, Good Night and Good Luck, qui portait déjà là-dessus. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans Les Marches du pouvoir, on voit apparaître Charlie Rose, qui était une grande star de la télé américaine. Alors tu peux nous en parler en connaissance de cause, puisque tu as été invité de ce fameux Charlie Rose. Oui, Charlie Rose, c'était une espèce d'institution. À quoi pourrait-on le comparer en France ? Il y avait une émission d'Anne Sinclair qui s'appelait 7 sur 7, qui était diffusée chaque dimanche soir et qui était un petit peu comparable parce que c'était au fond autour d'une personnalité, un examen de passage de cette personnalité et un questionnement qui permettait d'aller plus au fond dans le questionnement précisément. Et donc c'est typiquement le modèle Charlie Rose, qui en général faisait se succéder 2 ou 3 invités. Et c'était une discussion de fond intéressante de la part de quelqu'un qui connaissait à fond, vraiment parfaitement la vie politique américaine et qui choisissait toujours ses invités en fonction d'une actualité dont il considérait qu'il était important de la relayer. Donc c'est l'envers des émissions traditionnelles de la télé américaine qui mélangent toujours le divertissement et la participation de journalistes aux besoins, enfin comme en France d'ailleurs, hein, où maintenant le divertissement a presque pris le pas sur le questionnement. Si on compare par exemple L'heure de vérité, à laquelle tu participais, aux émissions politiques d'aujourd'hui, la philosophie est totalement différente. Les émissions d'aujourd'hui sont faites pour attirer l'audience par un maximum de presque de caricature et de simplification, où on a le sentiment que le commandement numéro 1, c'est il est interdit d'argumenter. Parce que si on argumente, l'audience va baisser, j'imagine, ou on va perdre le fil de l'auditoire, ou que sais-je. L'heure de vérité, c'était l'inverse. C'était 3 tête-à-tête, au fond, qui se succédaient, c'est-à-dire que l'invité était confronté à 3 journalistes différents, chacun avait son temps de parole. Donc c'était 3 duels en fait qui se succédaient et qui permettaient d'aller au fond d'un questionnement, de revenir sur des questions ou sur des réponses insatisfaisantes, ainsi de suite. Là, Charlie Rose faisait ça, lui, tout seul, et c'était une émission sur une chaîne de service public qui était très suivie et très influente, à l'envers de ce que l'on voit d'habitude à la télévision américaine. Charlie Rose, j'avais été invité parce que je venais de sortir un livre avec un des camarades et confrères à l'époque, il y avait le International Herald Tribune, qui était un mélange du contenu du New York Times et du contenu du Washington Post, et qui était uniquement commercialisable et vendu et intéressant et important en Europe occidentale. Et donc j'avais fait avec l'éditorialiste de l'International Herald Tribune, qui s'appelle Walter Wells, un livre sur la relation franco-américaine qui s'intitulait « Les déliaisons dangereuses ». Et on interrogeait l'anti-américanisme français. The United States believes that there is at the core a kind of anti-Americanism or wanting to challenge America because of French self-esteem. I don't think that it's a matter of anti-Americanism. I think it's a matter of anti-Bushism, which is different. The link that was made by Bush between Al-Qaeda and Iraq was not a link that we believed in. And he tried to convince the American people, he did it. Apparently, he convinced the American people that the war in Iraq was the consequence of the Twin Towers, which is wrong. We couldn't follow on that point. That was the core of the dispute. C'est une émission d'une simplicité parfaite. Il y a juste une table toute simple. En général, très peu de papier devant Charlie Rose et 3 personnes qui se succèdent. Moi, j'ai été, en l'espèce, il y en avait 2. Il y avait moi-même et avec Walter Wells. Et ensuite, nous avions eu la présence de Faradiba, qui était à l'époque aux États-Unis, qui vivait qui vivait en partie en France, en partie aux États-Unis. Et donc, voilà, c'était un choix d'invités assez éclectique, mais toujours tourné soit sur des grandes questions internationales, soit sur des questions de pure politique intérieure américaine. Et d'ailleurs, le gouverneur Morris, que joue George Clooney, se demande pourquoi il devrait participer à cette émission, et son équipe lui répond parce que c'est une émission de fond, et ensuite, pendant l'émission, il dit quand est la pause publicitaire, mais justement, il n'y en a pas, puisque c'est une chaîne de service public. But you're against the death penalty. Mm-hmm. Because of what it says about us as a society. Suppose, Governor, it was your wife.
and she was murdered, what would I do? Well, if I could get to him, I would find a way to kill him. So you, Governor, would impose a death penalty? No, I would commit a crime for which I would happily go to jail. Then why not let society do that? Because society has to be better than the individual. If I were to do that, I would be wrong. What about guns? Isn't it time for a commercial? This is public television. We don't have any commercials. Et donc, on a vraiment ce message que c'est un entretien d'une grande qualité et d'une certaine importance pour le candidat. Parce que ça renvoie aussi à l'influence des journaux de presse écrite, parce que ça influence aussi beaucoup les éditorialistes. Et donc, c'est un mécanisme, j'allais dire, vertueux, parce que quelqu'un essaie d'aller au fond de la démarche de quelqu'un, et les journaux ensuite peuvent relayer, donner de l'ampleur ou donner d'une signification plus importante, et en tout cas peuvent marquer un temps, un rythme, ou un événement, ou un moment d'une campagne électorale, plus sûrement que d'autres événements télévisés. Alors globalement, dans le film, on a une vision beaucoup plus cynique que dans Good Night and Good Luck du rôle de la presse. Que penses-tu de la façon dont est représenté ce lien entre l'équipe de campagne et la journaliste du New York Times qui est jouée par Marisa Tomei? On les voit se parler en off, on voit comment ça fonctionne. Hein. C'est l'éternelle question de la connivence qui unirait les journalistes et les gens qu'ils sont censés suivre. En fait, c'est une difficulté permanente parce qu'il faut, dans ces métiers où on suit soit un président, soit une équipe politique, soit des responsables politiques, il y a toujours un échange de bons procédés. Les journalistes attendent d'avoir des scoops, des informations exclusives, et en échange de ces informations exclusives, les responsables politiques peuvent demander une sorte de traitement de faveur dans la façon dont ils sont mis en scène. Donc ça existe. C'est un phénomène permanent. Là, c'est poussé à l'extrême chez George Clooney, parce qu'en effet, elle va très loin. La journaliste qui est en quête de scoop, justement, va très très loin dans la connivence, en effet. Ça, c'est vraiment très très variable. Et ça varie aussi selon les époques, je pense. En France, il y a eu des périodes, en effet, de très très grande proximité de certains politiques avec certains journalistes. Puis il y a d'autres périodes où ça s'y prête moins. Et en même temps, ça dépend plus aujourd'hui peut-être de l'ancrage idéologique des uns et des autres qu'à l'époque. Mais en même temps, on ne peut pas dire que ce soit tel que c'est raconté, on ne peut pas dire que ce soit caricatural. C'est à la fois vrai et exagérément montré dans des... Parce que dans une logique de thriller, donc dans une logique où ça devient une menace. Et ça va un petit peu trop loin dans la connivence, mais néanmoins, on ne peut pas nier que ça puisse exister. Et en même temps, un journaliste qui veut bien faire son travail, ou une journaliste qui veut bien faire son travail, est obligé à une certaine proximité, est obligé de se plonger dans un univers, d'être au fond comme un poisson dans l'eau dans cet univers. Donc ça suppose en effet de creuser les choses, voire d'aller un peu plus loin dans les liens d'amitié pour être sûr d'être privilégié lorsqu'il s'agit de délivrer de l'information. Oui, et d'ailleurs, il y a un dialogue assez révélateur là-dessus entre elle et Steven, où il parle du fait qu'ils sont amis, et elle dit « Tu croyais vraiment qu'on était amis ? Bien sûr que non. » What happened with Duffy? Ida, you're supposed to be my friend. Why you want to stick the fucking knife in me on a bullshit Wait, is that story? what you thought, that we're friends? I've given you everything you ever wanted. Everything. Every story, every scoop, You're the entire right, you've profile given me a of lot, Paul. but let's get real here, Steve. The only reason you ever treated me well was that I work for the Times, not because I'm your friend. You give me what I want, I write you better stories. Don't pretend it's any more than that. L'idée de l'amitié s'arrête au moment où la publication d'un article apparaît. Donc, Le cynisme est également partagé. Il est évidemment au cœur de la démarche des politiques que nous avons sous les yeux avec ce film, et au cœur aussi de la démarche des journalistes qui les suivent. Donc c'est cynisme versus cynisme. Mais alors, avant qu'ils deviennent cyniques, nos personnages du film, en tout cas le personnage principal que joue Ryan Gosling, il croit vraiment dans son candidat. Et d'ailleurs, il explique ça à la journaliste. Il lui dit « Mais moi, je pense vraiment que ce candidat-là, Mike Morris, s'il arrivait aux affaires, il pourrait changer les choses. » Déjà, comment est-ce qu'on peut décrire cette ligne politique du candidat qui nous est présenté ? Alors, c'est la ligne politique dans la grande tradition du Parti démocrate, en fait. C'est la filiation Roosevelt... Kennedy, Johnson. Il faut citer d'ailleurs Johnson parce que les droits civils, c'est sous Johnson.
Et donc, c'est quand même des avancées considérables pour la société américaine. C'est le refus de la ségrégation, même la bataille contre la ségrégation, la bataille pour l'obtention des droits civiques, qui sont des causes nobles et que ces candidats s'inscrivent parfaitement dans ce schéma-là idéologique et politique. Et en même temps, il faut bien gagner une élection, il faut bien se compromettre, il faut bien faire des concessions ici ou là. Et c'est là qu'on peut montrer aussi que le poids des lobbies est important. Et que dans la réflexion des candidats ou des hommes politiques ou des femmes politiques, il y a toujours une discussion à un moment ou à un autre avec telle ou telle partie de l'industrie, tel ou tel secteur de l'activité économique du pays qui pèse aussi sur leurs décisions. Mais là, dans une sous-intrigue du film, on voit un industriel qui aimerait devenir ministre, qui négocie avec l'équipe de campagne pour avoir un poste de ministre. Et on comprend en effet que il va falloir, si Maurice veut vraiment devenir président, il va falloir qu'il accepte ce genre de pacte avec le diable quand même, d'une certaine façon. Oui, puis c'est bien décrit parce qu'on montre qu'au point de départ, il est totalement hostile. Mais en même temps, la personne qu'il s'agit de rallier est une personne dont il ne voudrait pas, mais qui détient un certain nombre de délégués. Et in fine, la bataille va se jouer au nombre de délégués, donc on ne peut pas se passer du soutien de quelqu'un qui représente un tel poids lui-même. Et donc on est obligé de lui concéder. Et ça, c'est très bien montré, sans jugement. On voit bien dans quel engrenage est amené le candidat et de quelle pression il subit. Et voilà, on est exposé le fait qu'à un moment ou à un autre, il est obligé de rendre les armes s'il veut poursuivre son parcours. Alors là, c'est peut-être le moment qu'on s'arrête sur la figure de Beau Willimon, qui est le co-scénariste du film, et qui, peu de temps après les marches du pouvoir, a créé une série qui reste très célèbre, c'est la série House of Cards. Et Beau Willimon lui-même avait été bénévole pour la campagne de Chuck Schumer, qui aujourd'hui est le leader démocrate du Sénat. Et donc, il a puisé dans cette expérience. Lui-même a été très jeune quand il avait travaillé sur cette campagne. Il avait pris des notes, il avait gardé en tête tout ce qu'il avait pu observer. Et il a utilisé tout ça pour écrire des fictions politiques. Donc, Les Marches du pouvoir et puis aussi House of Cards, où là, c'est un coup de génie. Il a centré l'intrigue sur un personnage qui est le whip du Congrès. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le whip ? Le whip, c'est celui qui maintient l'ordre dans un groupe politique. C'est celui qui maintient la discipline, s'assure de la discipline de vote, s'assure que tout le monde est présent au moment d'un vote important et que tout le monde appuiera sur le bon bouton au moment du vote. Donc c'est un peu le whip, ça veut dire le fouet d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est l'homme de la discipline dans un groupe. C'est un personnage extrêmement important qui est évidemment un pur produit du sérail parce que son horizon, c'est vraiment un horizon immédiat et de vigilance à tous les instants sur tous les sujets qui viennent au moment d'un vote à l'Assemblée, que ce soit le Congrès, que ce soit donc les représentants ou les sénateurs. C'est un peu le même fonctionnement, même si les sénateurs sont plus difficiles à piloter que les députés, bien sûr. La série House of Cards est vraiment d'un cynisme absolu sur la politique, un cynisme qu'on sent déjà dans Les Marches du pouvoir, même si le cynisme dans Les Marches du pouvoir, il est peut-être un petit peu tempéré par la personnalité de George Clooney. Et quelque part, c'est une série qui annonce le Trumpisme, je trouve, parce qu'elle donne l'impression que tout dans l'État américain se joue dans l'ombre, dans des tractations en coulisses, qu'il y a une sorte de corruption fondamentale de la démocratie américaine. D'ailleurs, la journaliste dont on parlait tout à l'heure, quand Steven lui exprime tout cet idéalisme, elle lui répond « mais It won't matter. Not one bit. » Quelle que soit la personne au pouvoir, ça ne changera rien. Donc ça, c'est vraiment une sorte d'idée comme ça, de fatalisme total. Est-ce que tu trouves que ce cynisme qu'on voit aussi à l'œuvre dans Les Marches du pouvoir, c'est quelque chose qui était un symptôme de l'époque, qui allait nous amener en effet vers Trump, ou est-ce que c'est de tout temps, on peut avoir cette vision amère de la politique ? On peut avoir cette vision amère de tout temps, mais je pense que c'est ce que montre aussi ce film-là, c'est l'avancée progressive de ce mode de raisonnement. Et l'avancée progressive dans l'opinion de l'idée que, justement, rien ne changera. Et donc, ce avec quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est-à-dire cet immense scepticisme, cette distance si grande entre des gens, les citoyens, citoyennes et leurs représentants, on la voit poindre à ce moment-là, et on la voit poindre à cette époque-là, où une part de l'idéalisme cède la place à quelque chose qui est le contraire de l'idéalisme, et qui va déboucher en effet aux États-Unis sur le Trumpisme, c'est-à-dire une gestion au-delà du cynisme d'ailleurs, puisque c'est en même temps une très grande violence contre le système américain lui-même. Et je pense que ce sont des cinéastes, un acteur, mais qui
a vu naître cela, comme souvent les artistes anticipent parfaitement les mouvements de la société, anticipent parfaitement ce qui peut prendre forme ou se produire, et le décrivent et le mettent sur la place publique à travers des films ou des livres. Et là, on est devant ce type de phénomène qui va ensuite s'accentuer. Alors que dans la période précédente, on peut penser que la prime était plutôt à l'idéalisme. Mais en même temps, il y avait un combat, au temps du combat contre le maccarthisme, il y avait un combat très franc du côté de la liberté ou du côté d'un système, d'une police de la pensée, quoi. Donc, et là, on voit se réinstaller progressivement un air du temps qui va être dévastateur parce qu'au fond, il va induire un très grand scepticisme sur tout ce qui vient de la sphère publique, un très grand soupçon permanent sur les responsables publics qui va donner ensuite l'élection de Donald Trump. Alors, on ne l'a pas encore dit, mais ce qui change vraiment notre personnage Steven, qui l'amène de son idéalisme premier à son cynisme final, c'est la découverte d'un secret terrible que cache le candidat. Et c'est un secret sexuel, puisque en fait, il a eu une liaison avec... alors là, spoiler alert, comme on dit, parce que attention si vous n'avez pas encore vu le film, mais il a eu une liaison avec une stagiaire qui se trouve être en plus la fille d'un haut cadre du Parti démocrate. Et elle s'est retrouvée enceinte, elle a avorté. Et ensuite, dans la panique, la crainte que l'information ne sorte, elle se suicide. Le médecin légiste a affirmé pour l'instant que la mort de la jeune femme retrouvée dans sa chambre d'hôtel serait due à une overdose d'alcool et de calmants. Le chef de la police de Cincinnati, Daryl Matthews, a ouvert une enquête et nous attendons le rapport toxicologique d'ici 2 semaines. C'est un terrible événement pour l'ex-sénateur Jack Stearns, aujourd'hui président du DNC, ainsi que pour toute sa famille. Et donc tout ça va complètement à contrario de l'image du candidat, qui est donc un humaniste, quelqu'un qui promeut des valeurs qu'on ne peut qu'approuver, enfin qui semblent être des valeurs tout à fait universelles, et qui se montre d'une grande honnêteté, d'une grande probité dans son rapport aux gens. En fait, il cache ce secret terrible, et c'est ce que découvre Steven. Because you broke the only rule in politics. You want to be president, you can start a war, you can lie, you can cheat, you can bankrupt the country, but you can't fuck the interns. Dans cette intrigue-là, on perçoit encore la trace de Bill Clinton, en fait. On est en 2011, mais le souvenir de l'affaire Lewinsky est encore vivace. Oui, puis connaissant George Clooney, qui est quand même très impliqué dans la vie du Parti démocrate et dans les enjeux politiques qui sont ceux du Parti démocrate, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'il n'ait pas voulu faire référence justement à Bill Clinton, qui avait cette réputation. Puis il y a eu l'affaire Lewinsky qui a montré aussi la face sombre du personnage. Madame, monsieur, bonsoir. Réélu triomphalement il y a 1 an, le président américain Bill Clinton va-t-il être obligé de démissionner ou sera-t-il destitué pour incitation à faux témoignage, pour mensonge donc, comme le fut en son temps Richard Nixon? La question est réellement posée ce soir. En effet, la presse américaine s'est emparée d'une nouvelle affaire, une liaison amoureuse entre le président et une stagiaire de la Maison-Blanche qui lui aurait demandé de dissimuler alors qu'elle était elle-même interrogée dans le cadre d'une autre affaire, celle de Paula Jones, qui accuse également Bill Clinton d'avoir voulu la forcer à une relation sexuelle. Voici donc le nouveau visage par qui le scandale arrive. Monica Lewinsky. Il y a 3 ans, elle était stagiaire à la Maison-Blanche, elle avait 21 ans. Le film pousse très loin le cynisme, en effet, puisque notre héros va gagner la partie face à ses adversaires internes, qui sont les responsables de la campagne qu'il va éliminer, parce que lui détient ce secret, et parce que du coup, son candidat, futur président sans doute des États-Unis, c'est-à-dire celui qu'incarne George Clooney, le gouverneur Morris, est pire que tous les autres, de fait, dans sa vie privée, et dans les valeurs dont il fait preuve chaque jour lui-même, en opposition complète à son discours. Donc la juxtaposition des 2 discours est évidemment assassine. Et c'est évidemment de nature à nourrir le scepticisme naissant sur la classe politique, avec comme personnage en effet un peu noir Bill Clinton. Mais à un moment, Steven dit il ne faut jamais toucher aux stagiaires parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne pardonnera jamais à un candidat. Il le formule comme ça. Donc, clairement, il y a l'idée que un scandale sexuel fait tomber un candidat ou fait tomber un homme politique, alors que Trump nous démontre chaque jour le contraire, puisqu'il en est à son 2e mandat avec énormément d'accusations
de cet ordre, enfin des accusations de viol, des accusations d'agression sexuelle. Et donc, quelque part, le film nous raconte quelque chose peut-être du Trumpisme naissant par sa vision cynique des coulisses du pouvoir, et en même temps, il se retrouve aujourd'hui en décalage, puisque clairement, Donald Trump résiste à tout. Oui, mais il n'est pas en décalage avec la phase précédente. Parce que dans la phase précédente, en effet, on pouvait dire, par exemple, George Bush Jr. a déclenché une guerre à partir d'un mensonge, c'est-à-dire l'idée que l'Irak détenait des armes de destruction massive, qui s'était avérée fausse, et donc c'était une vraie manipulation. Mes chers compatriotes, à l'heure qu'il est, des forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger. Je veux que les Américains et le monde entier sachent que les forces de la coalition feront tout pour épargner les civils innocents. Il n'en a pas été sanctionné pour autant par les Américains qui l'ont d'ailleurs réélu. Alors même que le scandale sexuel de Bill Clinton avait provoqué le déclenchement d'une procédure d'impeachment, procédure qui n'est pas allée au bout parce que le Sénat n'a pas voté l'impeachment contre Bill Clinton, mais ça montrait bien qu'en effet, mentir sur le sexe ou avoir un scandale sexuel était dévastateur, alors même que mentir sur la paix et la guerre était sans conséquence. Alors après, Trump, c'est autre chose. Trump, ça nous fait franchir tellement de frontières et ça abat tellement de barrières que c'est vraiment autre chose. Alors, pour finir, j'aimerais bien qu'on revienne à George Clooney lui-même parce que pendant la dernière campagne présidentielle américaine, il a quand même joué un rôle important avec un article qu'il a publié dans le New York Times. Oui, et qui montre qu'il participe au débat et qu'il est influent lui-même. Le signal d'alarme qu'il a tiré consistait à dire à Joe Biden, alors qu'il soutenait Joe Biden, évidemment, qu'il fallait qu'il arrête, qu'il parte, en tout cas qu'il ne soit pas candidat, parce qu'il n'était, de par sa santé et par son âge, il n'était plus en état de diriger ou de mener une campagne, et à plus forte raison d'avoir un autre mandat de président. Parce qu'il a raconté... Ça a été en effet un moment très important, décisif, et un rôle très important dans la vie publique, en effet, qui est celui de... Mais il est en effet fils de journaliste, il a toujours été concerné par tout cela, et à la fois militant de la cause des journalistes, de l'indépendance des journalistes, et de la cause d'une démocratie digne de ce nom. Donc il est très cohérent avec lui-même, et en effet, il a mis ses paroles en accord avec ses actes, plus exactement ses actes en accord avec ses paroles, avec sa pensée. Parce qu'en effet, à la suite d'une soirée de levée de fonds pour le Parti démocrate, il avait constaté le vieillissement manifeste de Joe Biden et le fait qu'il le reconnaissait à peine, alors qu'il se connaissait évidemment depuis des décennies. Et donc, c'est là qu'il a publié cet article, j'imagine, un peu en dernier recours, après sans doute avoir essayé de tirer la sonnette d'alarme en interne. Plusieurs fois, puisqu'il y a eu quand même des pressions antérieures, plusieurs fois sur Joe Biden, auquel s'était opposé Jill Biden, enfin la femme de Joe Biden, pour maintenir la candidature envers et contre tout du président sortant. Ça a été évidemment une erreur parce que tout le monde considère que si il avait lâché prise avant et que Kamala Harris aurait peut-être fait une meilleure campagne, aurait peut-être eu davantage d'écoute dans l'opinion américaine qu'elle n'en a eu. Et globalement, qu'est-ce que tu penses de ces acteurs ou ces célébrités qui prennent des positions politiques ? Je trouve que c'est quelque chose que l'opinion perçoit souvent assez mal, peut-être avec une forme de cynisme, en disant, de toute façon, c'est des gens tellement riches, qui ont des vies tellement différentes, leur point de vue sur la politique ne compte pas. Et pourtant, les artistes le font souvent. Les artistes le font parce qu'ils sont largement sollicités par les médias. Parce que pour les médias, évidemment, solliciter quelqu'un de connu, un artiste ou une actrice ou un chanteur de renom, etc., c'est évidemment s'assurer un maximum d'écoute et d'audience. C'est pas nécessairement un bon service à rendre aux personnes concernées parce qu'on se dit en effet au nom de quoi tel ou tel va nous faire donner la leçon sur... Et en même temps, c'est un peu une tradition française qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis aussi, il y a la mise en mouvement de ce que l'on appelle Hollywood, par exemple, au bénéfice de tel ou tel candidat. Ça existe aussi. Ça a probablement moins de poids aujourd'hui, en effet, que ça a pu en avoir. En France, par exemple, parce qu'il y a moins de poids des intellectuels. Il y a d'abord moins d'intellectuels qui peuvent influencer une part suffisamment large de l'opinion qu'il n'y en avait auparavant. Et donc, tout cela fait que
Ce n'est pas un bon service à rendre aux intéressés que de les solliciter. Et je pense que leur parole pèse de moins en moins. Parce que il y a au fond une détestation qui n'est pas seulement la détestation de la classe politique, mais de ce que l'on appelle la classe politico-médiatique, comme disait François Mitterrand. Et ça englobe beaucoup de secteurs, dont les secteurs, par exemple, du showbiz, dont on se dit, bon, voilà, de quoi se mêlent-ils, ou alors, qui sont-ils pour faire la leçon? Donc je pense que ces phénomènes-là sont plutôt en recul, même si on continuera d'en voir surgir au fil des campagnes, au fil de la campagne, il y aura certainement un regroupement dans tel ou tel secteur de l'opinion de gens qui voudront manifester qu'ils suivent, alors surtout quand la bataille concernera évidemment le choix entre le Rassemblement national d'un côté, la France insoumise de l'autre, ainsi de suite. Donc on va peut-être replonger dans une période où il y aura à nouveau une bataille de communiqués ou de prise de distance dans les milieux artistiques et intellectuels. Je ne sais pas. En tout cas, c'était plutôt un recul en termes d'influence. Alors, on a beaucoup nagé dans des eaux sombres et du fameux cynisme à la fois des hommes politiques, des électeurs. Peut-être que pour conclure, on peut faire un détour par l'optimisme d'une autre grande série. On a parlé de House of Cards, mais là, c'est une autre grande série politique. C'est la série À la Maison-Blanche. Alors là, j'ai des souvenirs familiaux d'avoir suivi cette série parce que c'était passionnant et c'était là aussi extrêmement précis sur comment fonctionne l'État américain de l'intérieur. Et on parlait de Bill Clinton. À la Maison-Blanche, ça a commencé en 1999, donc on était encore sous Bill Clinton, qui était président encore pour un an à ce moment-là, avec la figure idéale du président Bartlet. C'est l'homme politique que tout le monde rêverait d'avoir à la tête de son État. C'est la série reine, c'est la mère de toutes les séries politiques. D'abord, elle couvre des périodes très longues, et ensuite, elles vont dans le détail, et c'est une formidable leçon d'instruction civique. Parce que tout ce qui concerne au détail près une présidence américaine est traité, est montré. Donc, tout ce qui peut arriver dans le mandat d'un président advient, et donc, en ligne directe, on suit la gestion d'une présidence à travers un président, en effet, qui est évidemment presque parfait, parce qu'il porte des idéaux qui sont traditionnellement ceux de la démocratie américaine, et aujourd'hui plus du Parti démocrate que de la tête du Parti républicain. Et donc, c'est une série absolument magique et qui fait réfléchir, parce que on a à peu près aujourd'hui, sur chaque sujet qui est traité, le contraire de ce qui est décrit. Par exemple, à un moment, le président Bartlet est confronté à une délégation d'évangéliques qui viennent protester contre ceci ou cela, etc. Et le discours qu'il tient est le discours d'un président d'un État laïque qui respecte les religions, certes, mais qui en même temps les maintient à leur place. I don't say homosexuality is an abomination, Mr. President. The Bible does. Yes, it does. Leviticus 18:22. Chapter and verse. I wanted to ask you a couple of questions while I had you here. I'm interested in selling my youngest daughter into slavery as sanctioned in Exodus 21:7. She's a Georgetown sophomore, speaks fluent Italian, always cleared the table when it was her turn. What would a good price for her be? While thinking about that, can I ask another? My chief of staff, Leo McGarry, insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly says he should be put to death. One last thing. While you may be mistaking this for your monthly meeting of the ignorant tight-ass club, in this building when the president stands, nobody sits. Alors qu'en même temps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Alors, donc, le président Bartlet, dans son bureau, reçoit la délégation des évangéliques, qui sont très puissants aux États-Unis, par le nombre et par leur poids politique, qui est aujourd'hui très, très à droite. Et il les vire de son bureau, quasiment, après une discussion très âpre et très tendue. On se projette aujourd'hui, et on a le même bureau, c'est-à-dire le bureau ovale du président, le président, Donald Trump, qui est entouré derrière lui par une troupe, enfin, alors ce sont pas ses disciples, mais c'est presque comme ses disciples qui l'entourent, et à un moment, tout le monde ferme les yeux et se met à prier dans le bureau ovale, c'est-à-dire le lieu par définition de la décision du pouvoir laïque américain, et qui est absolument comme cela confondu avec les responsables des groupes évangéliques qui, par ailleurs, font le succès électoral de Donald Trump. Donc on est exactement à l'envers.
Et on peut prendre les choses séquence par séquence. Par exemple, il y a aussi une séquence qui concerne des réfugiés cubains qui cherchent à aborder aux rives des États-Unis. Et le discours de l'équipe du président, c'est de dire « bon, il faut veiller à bien les accueillir, il faut veiller à ceci, à cela, etc. » L'envers de ce qui est infligé aujourd'hui à la moindre personne qui a un visage un peu basané avec un accent un peu hispanique dont on va soupçonner tout de suite qu'il n'a pas de papier et qu'on va mettre dans un centre de rétention et ainsi de suite. C'est le contraire absolu. Et donc cette série qui est à la fois magique parce que vraiment elle donne à voir de l'intérieur même de la machine américaine comment dans l'idéal elle peut fonctionner. On voit aussi le chemin parcouru dans une société qui avant regardait à la Maison-Blanche et qui aujourd'hui regarde la vraie télé-réalité dictée par un homme de télévision, Donald Trump, et c'est exactement l'envers de cela. Donc c'est à la fois une bonne occasion de revoir cette série avec une grande pointe de nostalgie et une vraie réflexion sur ce qu'est en train de devenir la démocratie américaine. Alors voilà, pour s'évader, pour voir un monde très éloigné du nôtre, il faut revenir à la Maison-Blanche, The West Wing, de Aaron Sorkin, qui est une grande série du début des années 2000. Quant à nous, la prochaine fois dans Cinépolis, on parlera de la France avec la bataille de Gaulle, le film événement qui fait le plein dans les salles et qui nous permet de poser la question comment on représente la statue Charles de Gaulle dans le cinéma français. Cinépolis est un podcast de Florence Colombani et Jean-Marie Colombani, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, Hélène de Commer et Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.